Mesdames, Messieurs, avant toute chose, comme vous le savez toutes et tous, nous commémorons aujourd'hui un tragique anniversaire. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 13 novembre 2015, l'horreur plongeait Paris, la France et le monde dans une peine immense. Plus d'une centaine d'hommes et de femmes innocents perdirent la vie ce soir-là. Chacun d'entre nous se souvient sûrement de ce qu'il faisait le soir des attentats du 13 novembre, où la vie de tant de personnes a basculé. Je souhaiterais également remercier le magistrat François Molins, ancien procureur général de Paris durant les attentats, figure de la lutte contre le terrorisme, pour avoir rejoint l'ICES en tant que professeur associé. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous invite donc à éteindre vos téléphones et à vous lever pour respecter une minute de silence en hommage aux victimes et à leurs proches. Je vous remercie. Alors cette conférence est rendue possible grâce à l'aide précieuse de l'ICES et plus particulièrement au soutien de M. Forger. Effectivement, je tiens à remercier par ailleurs les membres du pôle conférence pour leur investissement sans faille. C'est un réel plaisir de vous accueillir ce soir ici même pour un échange unique autour d'un thème d'une réalité criante, être député à l'heure du chaos. Notre invité de ce soir, M. Raphaël Schellenberger, élu de la République française, va nous apporter sa riche expérience en tant que député. D'abord engagé et inscrit pour les Républicains, puis aujourd'hui en tant que député non inscrit, vous avez consacré une grande partie de votre carrière à œuvrer au service des Français. Après avoir obtenu un master en administration locale et régionale à Sciences Po Strasbourg en 2013, vous devenez par la suite un des plus jeunes maires de la commune de Wattwiller à partir de 2014 pour devenir conseiller départemental du Haut-Rhin, puis député du Haut-Rhin en 2017, en terminant conseiller à la collectivité européenne d'Alsace depuis 2021. Lors son transition pour le sujet de ce soir, il s'inscrit pleinement dans la sphère d'action et de réflexion d'un député de la nation. En effet, entre panne institutionnelle, climat de tension politique et de déséquilibre économique et social, c'est la faille vers une véritable crise de la démocratie représentative qui semble s'entrouvrir. Entre dissolution surprise de l'Assemblée nationale décidée en juin 2024 par le président de la République, entre hausse de l'abstention aux élections ou encore montée du populisme, c'est un phénomène de défiance des Français face aux partis politiques et aux politiciens eux-mêmes qui se fait ressentir. Ces fractures entre élite et peuple ressortent au travers du paysage médiatique relevant l'instabilité politique du pays. Alors, pour faire face à cette fin d'un modèle politique et au début d'un autre, il serait judicieux, voire préférable, de s'interroger sur les mesures à adopter pour pallier l'écart entre théorie politique et réalité citoyenne. L'objectif n'est plus de suffire seulement l'intérêt général, mais bien d'œuvrer pour le bien commun. C'est pourquoi l'invité de ce soir nous fait l'honneur de sa présence pour nous aider à décoder les dynamiques politiques à mettre en place à partir de sa propre expérience. Monsieur le député, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est pour nous un honneur et un privilège de vous accueillir ce soir. Je vais désormais laisser la parole à Mathilde Mann, présidente du pôle conférence de Politéa, et je vous demande d'accueillir, comme il se doit, notre invité de ce soir, monsieur le député Raphaël Schellenberger. Je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci à vous, cher public, d'être présent ce soir. Et merci à vous, monsieur le député, d'avoir fait le trajet. Donc, je vais commencer de manière assez large sur le métier de député, votre quotidien, pour après s'aventurer dans le chaos qu'est la politique actuelle française. Donc, je vais commencer avec une question sur les 3 aspects les plus méconnus de votre travail quotidien en tant que député. C'est à moi de les définir ? Oui.
Euh, D'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que une grosse partie du travail du parlementaire n'est pas visible. Les parlementaires ont, par la Constitution de notre Ve République, 3 missions qui leur sont confiées. Voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Alors pour voter la loi, on se dit tous qu'on a une vague idée de comment ça se passe. Il y a l'hémicycle là, on appuie sur les boutons. C'est assez instinctif. Contrôler l'action du gouvernement, c'est déjà plus abstrait. Comment on fait ? Comment on contrôle le fait que le gouvernement met en œuvre ou pas des politiques publiques, pas seulement en allant dans les bureaux des ministères, pas seulement en rencontrant le préfet, mais bien en se déplaçant sur le territoire, en rencontrant les acteurs de la nation, les services publics, les entreprises, les associations, pour voir si les décisions politiques votées, notamment à l'occasion du budget, descendent par capillarité jusqu'au niveau d'action concrète sur le terrain. C'est ça le contrôle de l'action du gouvernement. Ce n'est pas que les questions au gouvernement où on va demander à un ministre de rendre compte. Et puis l'évaluation des politiques publiques. Alors ça, c'est une compétence nouvelle des parlementaires. Je n'ai pas encore bien compris ce que ça veut dire. Ce que je peux vous dire, c'est comment c'est né. C'est né à une époque où on s'est dit qu'on allait faire du management des politiques publiques, qu'on a fait des RGPP, tout ça. Pour les plus affûtés du débat politique, savent que dans les début des années 2000, on a commencé à parler d'efficacité de l'action publique, etc. En gros, il fallait faire des tableaux Excel pour savoir si 1 euro public dépensé produisait X effets sur le territoire. Un peu comme si l'action politique et l'action publique étaient complètement comparables à la production de richesses privées. Donc l'évaluation des politiques publiques, c'est ça. Autant dire que c'est très abstrait et je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup à vraiment conceptualiser ce que c'est. Ça ressemble quand même beaucoup au contrôle de l'action du gouvernement. Quand même beaucoup. Donc en fait, ce qui est vraiment méconnu, c'est tout ce volet préparatoire. Parce que pourquoi on fait du contrôle de l'action du gouvernement ? In fine, c'est pour mieux prendre des décisions, corriger des décisions qui ont été prises, c'est-à-dire des lois. Donc c'est tout ce travail préparatoire. Et si je le dis, c'est parce qu'il y a une critique latente qui est faite au débat politique et notamment au débat parlementaire, c'est « oh, l'hémicycle est vide ». D'ailleurs, vous avez choisi une photo de l'hémicycle vide pour illustrer la conférence, alors qu'on était hier après-midi 520 dans l'hémicycle pour un vote sur un amendement. Enfin, c'est du jamais vu. Mais en fait, le gros du travail du parlementaire, il n'est pas dans l'hémicycle. Ce qui se passe dans l'hémicycle, c'est la consécration du travail, c'est l'aboutissement. Donc évidemment qu'on ne peut pas être dans l'hémicycle du lundi au dimanche comme c'est ouvert en ce moment. Puis le deuxième élément, peut-être moins connu, c'est que on est des élus de proximité, on est des élus en circonscription, et donc on est des portes d'entrée pour les gens face à l'incompréhension d'un système politique et administratif. On est des super assistantes sociales du labyrinthe administratif. Je disais un jour dans un langage fleuri, un journaliste qui l'a repris, je ne sais pas si la conférence est filmée ou pas, mais enfin bref, c'est quelque part écrit dans la presse, donc je peux le dire, qui m'interrogeait sur la différence entre le maire et le député. Je dis, c'est facile, le maire, il y a tout le monde qui vient le voir. Il y a le tout venant, les emmerdeurs, les cas insolubles, tout le monde vient voir le maire. Le député, il n'a que les emmerdeurs et les cas insolubles. Voilà. Mais c'est les bornes, en fait, des défaillances de notre système qui viennent nous voir, et ce qui nous permet aussi de l'améliorer, même s'il faut, et je pense que dans l'époque dans laquelle on est, il faut se dire qu'il y aura toujours des bornes, et aucun système ne sera jamais parfait, et plus on cherche à faire des règles pour gérer les bornes, moins on a d'intelligence dans le système, et plus on a de problèmes à la fin. C'est-à-dire que moi, je prône assez pour l'idée qu'il faut des règles qui soient les mêmes pour tous, mais qui soient néanmoins suffisamment souples pour gérer le cas imprévu. Parce que si les règles doivent prévoir tous les cas, à la fin, on ne comprend plus la règle. On parlera peut-être de simplification tout à l'heure.
Je ne sais pas quelles sont les questions. Merci. Je rebondis sur la première partie de votre réponse. Selon vous, quelle part de votre travail est consacrée au terrain par rapport au travail législatif ou administratif dans la circonscription? Oh, je dirais le week-end. Excusez ma prononciation des W, je viens d'Alsace et je sais que ça heurte parfois l'auditoire. Le week-end, toujours, on va à la rencontre des citoyens, des acteurs du territoire, des associations, des collectivités territoriales. Et puis, je consacre une bonne journée par semaine, enfin moi, c'est très personnel, une bonne journée par semaine à rencontrer des acteurs de la vie économique. Voilà, donc je dirais 2 jours par semaine ou 1 jour et demi le week-end pour rencontrer les citoyens, les acteurs engagés, parce que c'est à ce moment-là finalement qu'ils révèlent leur travail. Et puis une journée dans la semaine pour rencontrer plutôt des acteurs économiques. Et sur la deuxième partie de votre réponse précédente, vous avez parlé des sollicitations des citoyens. Quel type de préoccupations locales reviennent le plus souvent dans votre circonscription? Est-ce que vous avez des exemples? Il y a des modes, il y a des problèmes saisonniers. Donc bon, dans les modes, il y a eu par exemple la mode la prime rénov' à un moment donné. On avait un dispositif complètement défaillant. Donc on avait beaucoup de monde qui venait nous solliciter pour essayer de trouver un moyen de régler l'instruction du dossier, obtenir le versement de la subvention, etc. Il y a des problèmes saisonniers. Les propriétaires qui font face à un locataire pas très allant dans le paiement de ses factures et à l'approche de la date de la trêve hivernale. Voilà, ça c'est un problème saisonnier qu'on va revenir tous les ans. Et puis après, il y a des choses qui permettent quand même de prendre le pouls. Enfin, moi, je sens dans la circonscription, en fonction des demandes de rendez-vous, si l'économie va bien ou pas. C'est-à-dire que si j'ai beaucoup de monde qui vient me voir pour des difficultés sociales, on le sent venir, on sent tout de suite que ça va moins bien et qu'il va falloir trouver un moyen de relancer la machine. Beaucoup de difficultés administratives. Et puis, j'essaye de recevoir autant que possible des gens qui se posent des questions sur la situation de la nation. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que vous essayez au maximum de rencontrer les gens, mais donc que répondez-vous à ceux qui estiment que les députés sont déconnectés du terrain? Moi, je trouve qu'un des grands drames de la vie politique en France, c'est la suppression des guignols de l'info. Alors, je regarde la moyenne d'âge de l'auditoire, je me dis tout le monde n'a pas la ref. Mais évidemment que le pouvoir politique, qui est un pouvoir, concentre la critique. C'est pas simple de vivre en société. C'est pas simple de faire l'effort de vivre ensemble. Donc il faut aussi un peu des soupapes, et critiquer le pouvoir politique, ça en fait partie. Après, il y a des limites à ça. Et non seulement on n'a plus les guignols de l'info, mais en plus on a Facebook. Où tout le monde a l'impression que ce qu'il était tout à fait légitime de dire au comptoir du PMU il y a 30 ans, c'était tout à fait légitime de penser tout et n'importe quoi sur tout et n'importe quel sujet et de le dire à voix haute au comptoir du PMU. Bon, c'est pas bien grave, le barman est payé pour ça. Ça devient un phénomène de société beaucoup plus déstabilisant quand les algorithmes enferment les gens entre eux, entre pensées identiques, sans jamais les confronter à la contradiction, et en transformant leur humeur en opinion, puis en réalité. Et ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ce mouvement-là qui fait de ce qui était avant un bon mot lâché au comptoir, après avoir bu un verre de trop, en réalité, qui vient structurer le débat politique. Et ça, c'est quelque chose de très contemporain, dont on n'a pas encore complètement mesuré les effets, et qui est clairement pas innocent dans la composition de l'hémicycle qu'on connaît aujourd'hui, depuis 2024. Quelle était la question? La question, c'était que répondez-vous à ceux qui estiment que les députés sont déconnectés du terrain? Donc qu'est-ce qu'on leur répond? C'est normal qu'on soit critiqué, et on incarne, on personnifie aussi la violence de la règle.
souvent, quand on demande ce que vous faites, je vote la loi. Bon, qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est une restriction de liberté, quelle que soit la loi. Et comme toute restriction, c'est une forme de violence. Donc à un moment donné, on se rebiffe contre la violence, on personnifie cette violence. Donc c'est un peu normal, on écoute, mais après, il y a des limites. Voilà. Donc on prend la critique, on explique, et puis après, on borne aussi, en disant, en fait, on peut ne pas être d'accord, c'est le principe de la démocratie, mais on a besoin quand même de ramener un peu de respect. Et évidemment que la règle, et je crois qu'il faut qu'on... Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, la règle ne pourra jamais régler tous les cas. Et je pense qu'une des difficultés de la violence de la règle aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue trop précise et elle empêche l'intelligence, donc l'humanité. Et c'est un vrai problème systémique qu'il faudra qu'on traite dans les années qui viennent. Et que faudrait-il faire selon vous pour rapprocher à nouveau les citoyens de leurs représentants? Est-ce qu'il y a une solution miracle ou simplement un problème qui va continuer de perdurer? Alors, en juin 2024, il y a eu des élections législatives anticipées. 577 circonscriptions renouvelées sur toute la France, métropolitaine, d'outre-mer et même pour les Français d'étrangers. On a eu un taux de participation inégalé, quasi inégalé sous la Ve République. Donc, j'entends la critique de l'éloignement, du désamour, mais quand on a 75% de participation à des législatives, en fait, c'est une critique qu'on aime partager en se disant ils sont éloignés, ils comprennent rien. 75% de participation aux élections législatives. Donc l'éloignement, il n'est pas si réel que ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Un éclatement de la vie politique. On n'a plus de majorité. Une diffusion permanente du débat et la transformation de ce qu'est le débat en réalité. C'est-à-dire que la période qu'on vit là, elle est un excellent exemple. On a 4 ou 5 chaînes d'information en continu aujourd'hui dans le pays qui, toute la journée, commentent les votes les uns après les autres dans l'hémicycle. Et hier, on a tous eu sur nos smartphones, à 16h30, 25 notifications en disant « Les députés votent la suspension de la réforme des retraites ». Ouais, toute la nuance est dans ce qui est écrit. Les députés votent en première lecture du projet de loi de finances de la sécurité sociale un amendement de suspension de la réforme des retraites. Est-ce qu'à la fin du chemin, la réforme des retraites sera suspendue? Si oui, est-ce que c'est dans les conditions qui ont été votées en première lecture? Moi, j'en sais rien aujourd'hui. Mais cette société droguée à l'instantanéité qui fait que ce qui est annoncé dans l'instant est perçu immédiatement comme une vérité absolue, ça déstabilise les gens et ça peut donner l'impression qu'on est déconnecté. Il n'y a plus de majorité et en plus, on vit dans une société qui a du mal à tolérer le débat d'idées. C'est-à-dire que comme chacun est enfermé dans ses propres convictions, y compris par les algorithmes qui ne sont pas que sur les réseaux sociaux, qui sont aussi dans le choix des applications d'information qu'on va installer sur son smartphone, dans les sites d'information ou les chaînes d'information qu'on va regarder. Tout ça nous enferme un peu dans notre propre modèle de pensée et on devient au fur et à mesure complètement allergique au principe même que quelqu'un pense autrement que nous. Et ça crée un sentiment de déconnexion de la classe politique. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne partagent pas la même idée que moi et qui l'expriment à voix haute dans l'hémicycle que toute la classe politique est déconnectée. Prendre un exemple. Donc, c'était énoncé, moi je suis député de droite, aujourd'hui je siège comme député non inscrit, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je ne partage en rien un certain nombre d'idées de la France insoumise. C'est pas pour ça qu'ils ne sont pas légitimes à les exprimer. Mon boulot, c'est de m'y opposer, c'est de les combattre, mais c'est pas de dire à mes électeurs sur le marché qu'ils ne devraient même pas avoir le droit de penser ce qu'ils pensent. Sinon, on n'est plus dans un système démocratique. Et c'est ce phénomène-là qui génère aussi le discours sur la déconnexion. Parce qu'on entend celui avec lequel on n'est pas d'accord pour décrédibiliser
le débat dans son ensemble. Et on ne prend que ça pour dire, oui, bah, voyez comme ils sont déconnectés. Oui, mais enfin, c'est une position dans le débat, il y en a eu d'autres, et c'est peut-être pas celle-là qui a été retenue. Merci pour votre réponse. J'aimerais maintenant... Mathilde m'a dit en amont de la conférence qu'il faut que je fasse des réponses longues, parce qu'elle avait peur de ne pas avoir assez de questions. Donc voilà. Merci, c'est parfait. J'aimerais maintenant un peu me focus sur votre expérience. Est-ce que devenir député était un souhait de longue date ou une destination inattendue pour vous? C'est très personnel, ça. Moi, je me suis engagé en politique quand j'étais lycéen pour militer. J'ai adhéré à un parti politique quand j'ai eu 18 ans. J'ai œuvré aux côtés d'élus, d'un député notamment, mon prédécesseur. Et je me suis engagé de façon très claire en politique à partir de mes 18 ans. J'ai fait des études en sciences politiques, j'étais militant, cadre de mon parti. Et puis je me suis présenté aux élections municipales en 2014. Donc oui, la perspective de devenir un jour parlementaire, je l'avais dans l'esprit. Les circonstances de mon élection en tant que député et le fait que ça arrive dès 2017, ça je ne l'avais pas anticipé. Que je ne pensais pas ni être élu maire à 24 ans, ni être élu député à 27 ans. Et ça, c'est les circonstances qui l'ont fait. Voilà. Donc en fait, il y a deux choses qui se cumulent. Un, que j'ai été élu maire très jeune, en 2014. Pourquoi? Parce que dans mon village de 1800 habitants, de longue date, j'avais un désaccord avec le maire sortant, qui avait été sénateur écologiste, avec qui je ne partageais pas beaucoup de points communs sur le plan politique. Et je l'ai beaucoup embêté quand j'étais plus jeune, j'ai animé un blog, etc. Ouais, pardon, pour tous les millennials, un blog. C'était des pages internet inertes sur lesquelles on pouvait écrire des articles et parfois on pouvait même avoir des commentaires dessous. C'était la grand-mère de Facebook. Et donc j'avais tellement animé le débat politique local qu'arrive l'élection municipale en 2014. Je venais de commencer à travailler, je venais de finir mes études. Et bon, j'avais envie d'être candidat au municipal parce que tu dis, bon, t'as critiqué, ça fait 10 ans que tu critiques le truc. À un moment donné, la politique, c'est pas juste la critique, c'est aussi l'engagement et l'action. Donc j'ai longtemps attendu, voir si quelque chose se passait, si je pouvais m'engager avec une liste qui se montait ou pas. Finalement, il n'y a rien qui s'est monté, donc j'ai décidé de monter une liste dont j'ai pris la tête. Et il se trouve qu'après une campagne éclair, on a gagné l'élection. Donc je n'étais pas tant candidat pour tout de suite la gagner que pour assumer mes convictions et peut-être faire un tour au conseil municipal sur un premier mandat pour s'approprier l'affaire et puis être un peu plus sérieux la fois d'après. Bon, ça a été accéléré. Puis en 2017, il y a autre chose, c'est-à-dire que 2017, il y a quand même un effondrement de la vie politique en France avec la présidentielle, et mon prédécesseur a décidé de rester dans sa mairie et cherche un candidat, et il se trouve que j'étais à ses yeux le mieux placé. Il avait sûrement raison puisque j'ai réussi à gagner l'élection. C'était chaud. Parce qu'en 2017, Macron, ça poussait très très fort. Mais c'est passé. Voilà, donc ça c'est un peu inattendu. Merci pour cette réponse. Quelles expériences antérieures vous ont le plus préparé à la fonction de député? Oula, c'est dur, on ne l'a jamais posé celle-là. Les expériences antérieures qui m'ont le plus préparé à la fonction de député, je dirais il y en a 2, 3. Allez, 2. Une sous-partie. Mon engagement militant, parce que et ma formation universitaire. Parce que député, c'est d'abord un débat d'idées, c'est d'abord une capacité à défendre une vision qu'on a du pays, de la nation, des choix collectifs. Et pour ça, il faut s'être structuré sur le plan intellectuel. Et comme on a le droit de faire de la politique parce qu'on est dans l'enseignement supérieur, c'est de mon point de vue une des grandes défaillances de la façon dont la classe politique se renouvelle aujourd'hui, notamment depuis la fin du cumul de mandats. C'est-à-dire qu'on a un renouvellement qui s'accélère des députés et qui viennent à la politique
sans s'y être préparé. Ça a été le cas en 2017 avec les candidats d'Emmanuel Macron, qui venaient de la société civile. C'est très bien la société civile, mais on ne fait pas de la société civile dans l'hémicycle, on fait de la politique. Et ce n'est pas un sous-métier de faire de la politique, c'est même noble de faire du débat d'idées. Il faut s'y préparer. Et dire j'ai raison parce que le tableau Excel a dit que j'ai raison, ce n'est pas de la politique. Mais c'est vrai aussi pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec des cohortes de députés de la France Insoumise et du Rassemblement National qui ont les mêmes profils, qui sont des profils qui ne se sont pas préparés, qui ne se sont pas structurés dans le débat d'idées. Donc qui font l'inverse de ce que suggérerait Charles Péguy et qui délivre du prêt-à-penser, ouais, je le dis parce que c'est marqué au mur, qui délivre du prêt-à-penser toute la journée dans l'hémicycle. Et il n'y a plus beaucoup de débats dans l'hémicycle. Et pour ça, j'aime bien citer un de mes éminents anciens collègues, André Chassaigne, communiste, qui a été président du groupe communiste à l'Assemblée nationale pendant député de l'Ardèche pendant qui disait, il a démissionné de son mandat il y a peu, et au moment de sa démission, il disait cette phrase qui, moi, me marque et décrit bien la situation. Et on est dans cette époque où les parlementaires ne se lèvent plus dans l'hémicycle pour s'adresser à leurs collègues et les convaincre, mais s'adressent à travers l'hémicycle à leurs électeurs qui sont de l'autre côté de la caméra. Et ça, c'est aussi un des marqueurs de notre époque. Je ne suis pas sûr que ce soit la solution pour sortir de l'impasse arithmétique dans laquelle est l'hémicycle aujourd'hui. Vous parlez de différents partis politiques. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir gardé votre indépendance de pensée malgré les logiques de partis qui sont aujourd'hui présentes à l'Assemblée nationale? Alors vous posez cette question à un député qui aujourd'hui siège comme député non inscrit. Alors quand vous étiez avec les Républicains? Oui, alors même dans les groupes, et la réalité c'est que je le dis avec toutes les contradictions de la position dans laquelle je le dis, mais les partis politiques sont essentiels à la vie de notre pays. Et le drame de notre époque politique, c'est bien qu'il s'effondre. Et c'est bien le problème, c'est que les partis politiques, y compris celui dont je viens, sont en train de s'effondrer, alors qu'on aurait besoin qu'ils soient ambitieux, qu'ils soient grands, qu'ils soient structurants, qu'ils soient des espaces de construction progressive du consensus national. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. C'est-à-dire qu'un parti politique, c'est un premier espace de construction du consensus avant d'aller dans l'hémicycle où c'est un deuxième espace. Et c'est ce processus itératif qui fait qu'à la fin, on a une décision qui convient parfaitement à personne, mais qui est acceptée par tous. Et les partis politiques sont faibles, pour plein de raisons, on pourra y revenir, et c'est un drame. Mais c'est ce que je dis, les partis politiques que j'ai connus, c'est les partis politiques qui ont toujours marché comme étant des espaces de débat d'idées, de construction, de concentration. Et quand on va dans un parti politique, on embrasse 70-75% des propositions, et il y aura toujours 25-30% avec lesquels on n'est pas d'accord, mais c'est celui dans lequel il y a le plus de trucs avec lesquels on est d'accord. Donc pour défendre 75% de ceux avec quoi je suis d'accord, j'accepte aussi de me taire sur les 25% sur lesquels je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un drame, le système il a besoin de cet effort-là. Et je le dis avec la contradiction que ça a d'être député non inscrit aujourd'hui, mais je le revendique parce que ce modèle-là s'est effondré dans les partis politiques parce que les partis politiques sont devenus faibles. Et comme tous les courants de pensée, comme tous les systèmes, toutes les organisations intermédiaires, même les entreprises, toutes les organisations sociales, plus elles sont fortes, plus elles sont ouvertes sur le débat. Plus elles sont faibles, plus elles se contractent, et moins elles n'acceptent la différence. Et c'est vrai tout au long de l'histoire. Merci pour cette réponse. J'aimerais maintenant, revenir sur un événement marquant qu'est la dissolution de 2024. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience, comment vous l'avez vécue, cette dissolution? Alors, c'est le soir des européennes. Pour une fois, j'ai décidé d'aller à Paris pour la soirée électorale au parti. Et puis vers 19h, il commençait à y avoir des bruits. Et je me rappelle parfaitement être dans mon bureau à l'Assemblée nationale à 21h pour écouter le président de la République et pas tout de suite comprendre à quel article de la Constitution il faisait référence.
On ne réfléchit pas beaucoup dans ces cas-là. La politique, c'est pas un métier comme un autre. C'est un choix d'engagement. Et quand il y a ce genre de décisions qui sont prises, quand l'heure est grave dans le pays, du fait d'une telle décision, mais aussi du fait des circonstances qui conduisent à cette décision, ben on y va. Donc je ne me suis pas posé trop de questions. Le soir même, j'ai décidé que je serais candidat. Et puis on a déroulé. Le lundi, on collait les premières affiches. Et on structurait la pensée. Et c'est une élection qui a été difficile de là où j'étais. Notamment parce que ma famille politique a été prise dans un doute sur son identité, sur ses valeurs, et qu'elle a explosé. Voilà. La question d'un ralliement au Rassemblement national et le mouvement d'Éric Ciotti a fait exploser la droite de gouvernement en 2024. Et on a encore du mal à s'en remettre. Et comment ça se passe concrètement de l'intérieur dans votre permanence parlementaire, une dissolution et une campagne de quelques semaines? C'est quoi les Alors, étapes? la différence entre une dissolution et une autre élection, c'est que, on n'y était pas préparé. Alors, il y a eu des dissolutions auxquelles les députés pouvaient être préparés. Historiquement, quand il y avait changement de président de la République sous le septennat, que le mandat de député, lui, ne durait que 5 ans, qu'il y avait un déphasage qui s'instaurait. En fait, c'était 5 plus 2. 5 plus 2 quand il y avait un changement de président de la République, c'est-à-dire que le président de la République dissout l'Assemblée nationale pour se reconstituer une majorité immédiatement après son élection. Donc ces dissolutions-là, elles étaient anticipables. On savait que quand l'Assemblée nationale avait une majorité de gauche, qu'un président de la République nouvellement élu arrivait de droite, il allait dissoudre. Bon. Il n'y a que celle de Chirac en 97 là, que les gens n'ont pas vu venir. Mais sinon, c'était assez prévisible. Là, on est sur une dissolution d'un genre nouveau qui ressemble à une dissolution de la 4e crise, etc. Donc ce à quoi on n'est pas préparé, c'est la soudaineté de la décision. Et la différence, c'est qu'il y a rupture. C'est-à-dire que quand il y a une élection, un renouvellement général, la fiction juridique veut que la législature sortante s'arrête le jour de l'élection où commence la législature suivante. En cas de dissolution, il y a rupture. Alors, le soir de la dissolution, il n'y a plus de législature, il n'y a plus d'Assemblée nationale pendant 5 semaines. Et ensuite, il y en a à nouveau une. Et quand on est sortant, ça fait bizarre. Parce qu'en fait, pendant 5 semaines, on n'est plus député. Il n'y a plus de députés. Voilà, dans les éléments de surprise un peu personnels auxquels on ne s'est pas préparé, ça peut en faire partie. C'est quoi une journée type de campagne dans votre circonscription? Voilà, alors, pour la dissolution, on a fait, c'était pas mal, c'était lever 5 heures du matin pour lancer le percolateur. Le percolateur, c'est des grosses machines pour faire beaucoup de café. Histoire d'aller ensuite sur le quai de la gare pour distribuer des documents aux travailleurs qui empruntent aux pendulaires, pardon, qui prennent le train. Puis après, on déroule comme ça toute la journée, des coups de fil, des actions de terrain, à la rencontre des gens. Enfin, le but du jeu, c'est pendant 5 semaines de croiser le maximum du monde pour les écouter, pour essayer de les convaincre, pour débattre, avec le soir généralement une réunion publique. Et là, toutes les idées sont bonnes pour voir du monde. Et est-ce que, selon vous, cette dissolution, elle a changé durablement la manière dont les députés conçoivent leur mandat? En tout cas pour vous. Je ne sais pas si c'est la dissolution ou la nouvelle composition de l'hémicycle. La dissolution en soi, elle n'a pas changé grand-chose dans ma conception de mon mandat. Par contre, la composition politique de la nouvelle Assemblée nationale a changé quelque chose dans l'organisation de mon travail. On discute du budget, 2 chiffres. Et hier, on a voté sur l'amendement sur la suspension de la réforme des retraites. On a eu un scrutin public, 520 votants sur 577 députés. Ça veut dire 520 députés dans l'hémicycle, un mercredi après-midi. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de scrutins sur des amendements en cours de discussion où il y avait autant de députés dans l'hémicycle.
bon, j'ai pas fait trop de PLFSS, mais je suis plutôt impliqué sur le projet de loi de finances. Pas le week-end dernier, celui d'avant, on siégeait sur le projet de loi de finances. Vendredi soir, on était 300 à voter dans l'hémicycle sur des amendements, sur des choses... bon, 300 un vendredi soir. Alors, siéger le vendredi soir pour discuter du budget, ça arrive tous les ans. Mais quand on siège le vendredi soir pour discuter du budget, il y a les 50 fiscalité nerds là, qui sont au courant d'absolument toutes les subtilités fiscales, qui sont là pour discuter de la nuance et de la subtilité de choses que moi, qui suis plutôt spécialiste des questions d'énergie, je ne comprends pas toujours en fiscalité. Là, on est 300 un vendredi soir à voter sur des amendements d'une technicité invraisemblable, quoi. Donc, ouais, il y a des choses qui ont changé de ce point de vue-là. C'est aussi lié à la méthode qu'a adoptée le Premier ministre, de dire bon, ben, on va laisser faire le débat. Pas de 49.3. Soyez responsables. C'est un pari osé. Pour l'instant, il porte plutôt ses fruits. Je ne parle pas du résultat de exactement ce qui est dans la petite loi, c'est-à-dire la loi en cours d'élaboration, mais dans la façon dont on discute, on s'est plutôt à nouveau rapproché d'un processus délibératif. Okay. Merci pour cette réponse. J'aimerais maintenant revenir sur la fracture des Républicains, un peu plus en détail. Comment est-ce que vous, de l'intérieur, vous l'avez vécu et comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui est dans le parti? Assez mal. Et d'ailleurs, on était quelques-uns à essayer de monter d'autres initiatives parce que tout a explosé en 2024 avec ce choix d'Éric Ciotti. On a fait le mélodrame, enfin, on pourrait faire des séries Netflix avec ça. Donc oui, assez mal, mais dans ces moments-là, il faut être assez sûr de ses appuis, il faut savoir pourquoi on fait de la politique, quelles idées on défend. Il ne faut pas avoir peur de prendre un risque. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'on est à la veille d'une recomposition. En 2027, on aura eu 10 ans d'un président de la République qui aura consacré toute son énergie à déstructurer le débat politique, ce qui est de mon point de vue contraire au fonctionnement d'une démocratie apaisée. C'est-à-dire que quand on arrive dans un débat public et qu'on dit mon idée est bonne parce que c'est la seule qui soit juste, on a tué le débat démocratique. La démocratie, c'est la possibilité de l'alternance. C'est la possibilité d'un autre choix. Même si on souhaite que jamais la gauche n'arrive au pouvoir, c'est mon cas, si on veut rester dans un régime démocratique, il faut que la possibilité de l'accès à la gauche au pouvoir soit là. Et Macron, ça a été l'opinion de dire, en fait, on fait un énorme bloc central, et lui, il détient le monopole de la raison, et donc il est seul légitime à gouverner. Mais c'est la fin de la politique. C'est la fin de la démocratie. Donc on se sera tapé 10 ans d'un pouvoir présidentiel qui aura mis toute son énergie à casser le débat démocratique. Ça a des conséquences. L'état de l'hémicycle aujourd'hui. Je pense que les Français sont aussi en train, du coup, je pense que le voile se lève aussi sur certaines pensées. Et vraisemblablement, certains partis qui ont eu beaucoup de voix en 2024 en auraient moins si on refaisait des élections. Je pense à la France Insoumise, par exemple. Donc, bon, il faut croire en nos institutions. Est-ce que vous pensez que la décision d'Éric Ciotti elle a eu un quelconque impact sur le clivage droite-gauche ou alors un impact sur l'état actuel de l'Assemblée? Elle n'aura peut-être même pas d'impact sur la politique municipale de Nice. Okay, merci. Maintenant, j'aimerais revenir sur votre statut de député non inscrit. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez en tant que non inscrit? Et est-ce qu'il y en a même? Alors, je veux dire, on serait dans une autre législature, je n'aurais pas pris ce risque. Mmh. Mais dans une législature du bordel, autant prendre sa liberté. Moi, je crois qu'on a une responsabilité individuelle, pas seulement collective, individuelle en tant que député, dans la situation dans laquelle on est. Et c'est un peu ce message-là que j'ai. Je veux qu'on arrive à gérer les affaires du pays. Il n'y aura pas de révolution
politique, ou administrative jusqu'en 2027, mais jusqu'en 2027, il faut gérer les affaires de ce pays. C'est cette optique qui est la mienne aujourd'hui, et pour moi, elle est prioritaire. Tout le monde est omnibulé par 2027. Ma préoccupation, c'est d'arriver jusqu'en 2027. C'est pour ça que je suis non inscrit. Mais en pratique, comment ça se traduit? Par exemple, comment vous gérez vos alliances, vos votes, vos prises de position, sans qu'il y ait un parti pour structurer un minimum? Non, mais j'ai une colonne vertébrale idéologique quand même. Je ne viens pas de nulle part. Je suis un député de droite. Mais je ne suis pas inscrit dans le groupe de la droite républicaine. En gros. Ok. Vous avez parlé précédemment du budget 2026. Selon vous, quelles sont les priorités que le gouvernement doit préserver à propos du budget? D'abord, j'ai une conviction, c'est que la priorité, c'est d'avoir un budget. Alors, genre, je le dis parce qu'on a tous pris un coup de pression là, il y a 3 semaines, notamment de sénateurs qui ne sont pas sensibles à la dissolution. Ils disaient il faut dissoudre. Et si les députés ne veulent pas dissoudre, c'est parce que les députés ne veulent pas aller à l'élection. C'est fort de café de la part de gens qui tirent leur légitimité de quelques grands électeurs qu'ils connaissent tous individuellement. Donc non, les députés n'ont pas peur d'aller aux élections, et ils y vont d'ailleurs, eux, contrairement aux sénateurs, en gros. Mais on a besoin d'un budget dans le pays. Et le risque de ne pas avoir de budget pour l'économie dans le pays, pour les finances publiques, est plus important que le risque d'avoir un mauvais budget. Donc oui, il y a des décisions qui, pour moi, sont problématiques. Je ne dis pas que c'est fantastique d'avoir voté la suspension des retraites, de la réforme des retraites. Mais si c'est ce qui permet d'avoir un budget, moi je préfère 500 millions d'euros de déficit en plus que 15 milliards d'euros de destruction de PIB parce qu'on n'a pas de budget en janvier. Voilà. Donc aujourd'hui, le choix qu'on a à faire, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce qu'on prend un budget dans lequel tout n'est pas parfait, dans lequel on a fait des concessions à la gauche, qui pour certaines sont insupportables d'un point de vue idéologique, ou est-ce qu'on n'a pas de budget et à ce moment-là, on détruit 15 milliards d'euros de PIB? Parce que c'est le risque. C'est le risque particulièrement en France. D'autres pays sont moins sensibles que nous à l'existence ou non d'un budget. Mais dans un pays colbertiste comme la France, où 60% du PIB est déterminé par la dépense publique, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de budget en janvier. On a vu l'an dernier ce que ça a été. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de défense, par exemple, l'an dernier. On est dans une situation géopolitique qui nécessite qu'on se réarme. On a un certain nombre d'atouts dans le pays. Mais entre le 1er janvier et le 31 et fin mars, toute la relance de la production industrielle de défense n'a pas pu se poursuivre parce qu'il n'y avait pas de budget. Et tout ce qu'on n'a pas fait de janvier à mars, on ne le rattrape pas dans les 9 mois qui suivent. C'est du retard qu'on a pris alors qu'on n'a plus le temps de prendre du retard. Donc, il faut qu'on arrive à avoir le budget le moins dramatique possible, mais il nous faut surtout un budget. Et avec une assemblée si divisée, est-ce que vous croyez que la France pourrait adopter une culture du compromis comme en Allemagne, par exemple? Bon, déjà, il faut voir quand la culture du compromis en Allemagne se délite. On idéalise un petit peu, on idéalise le modèle belge. Enfin, les Belges, ils sont capables. Ce qui est idéal dans leur modèle, c'est qu'ils sont capables de tenir 1 an et demi sans gouvernement. En France, on ne sait pas faire ça. Tant mieux. Oui, on va s'améliorer, mais on ne va pas changer la culture politique du pays en 2 ans. Enfin, la culture du compromis, c'est quelque chose de viscéral. Et le fonctionnement politique en France n'est viscéralement pas construit autour de la relativité. Il fonctionne avec le fait majoritaire. C'est pas pour rien que la 5e est un régime politique qui tient si longtemps, c'est parce qu'il a bien réussi à rationaliser ces questions-là. On a un pays très vertical sur ces sujets-là. Donc voilà, moi, je crois qu'il ne faut pas chercher à dénaturer ce qu'est la France. Pour autant, il faut qu'on se corrige un peu et qu'on s'adapte à l'époque à laquelle on est.
Et la question du changement de la façon dont se déroule le débat politique, de la désorganisation des médias, c'est-à-dire du maillon intermédiaire entre le pouvoir politique et le citoyen, toute cette interface de médiation qui avant était très verticale et qui aujourd'hui est complètement horizontale, celle-là, elle n'est pas suffisamment prise en compte encore aujourd'hui dans la politique. Et c'est davantage là-dessus qu'il faut qu'on travaille pour rationaliser un petit peu ça, que de se dire qu'on va adopter du jour au lendemain une culture du compromis. On va y arriver d'une façon ou d'une autre, mais plus l'élection approche, moins ce sera possible. On a utilisé l'expression chaos. Est-ce que selon vous, déjà, est-ce qu'il y en a un? Et est-ce qu'il est institutionnel, médiatique, social, ou d'ailleurs un peu de tout? Alors, le chaos, je ne dirais pas qu'on a une chaos, c'est une situation de crise. Le problème, c'est que les situations de crise suivent un mouvement qui s'accélère dans leur succession. Mais bon, vivre est un risque. On y est jusqu'en 2027. Il faut faire avec. Il n'y aura pas de situation idéale jusqu'en 2027. On n'est pas dans une situation aussi dramatique qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale qui poussera tout le monde à faire le Conseil national de la reconstruction. On n'est pas dans une situation aussi grave que ça. Quand on regarde les indicateurs économiques, dans le fond, ça pourrait être mieux, mais ça va, paradoxalement. La nation est résiliente, les entreprises continuent de produire, alors elles sont dans l'incertitude, elles retiennent un certain nombre d'investissements, et ça c'est dramatique, mais ça continue. Donc je crois qu'il faut aussi réussir à voir le positif là où il est, et se dire qu'on va arriver, et que l'important aujourd'hui, c'est de préparer un vrai débat pour qu'en 2027, les gens choisissent réellement, parce que j'ai quand même le sentiment que on a fait se succéder des élections présidentielles. 2022, c'est sûr. 2017 aussi, dans une moindre mesure, où on n'a pas eu de vrai débat politique dans le pays. On n'a pas eu de vrai choix tranché par les Français dans le pays. Et c'est ce qui retire aux politiques sa capacité à agir. Donc il faut qu'on arrive à renouer avec un grand débat politique et un grand choix des Français en 2027. Et qu'est-ce qui vous motive encore aujourd'hui à vous engager malgré cette crise un peu ambiante? Est-ce que c'est justement cette positivité quant au futur de la nation? C'est le fait d'être animé par des convictions, le fait d'avoir envie de défendre son territoire, son histoire, son héritage, de vouloir le transmettre, d'être convaincu que la France a quelque chose à dire au monde et de vouloir que la France soit crédible pour le dire au monde. C'est ça aujourd'hui qui m'anime. Voilà, et puis sûrement un peu face à la difficulté, je ne suis pas forcément du genre à me planquer, quoi. Faut y aller. Vous avez évoqué plutôt dans vos réponses un nouveau mouvement, un nouveau parti. Quel principe ou valeur guiderait ce nouveau mouvement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est vrai qu'il y a quelques semaines, avec mon collègue et ami Aurélien Pradier, on a lancé une petite boutique qu'on a appelée les Bâtisseurs, non pas pour faire un parti politique, mais juste pour rassembler dans un espace des gens qui veulent réfléchir à un projet pour le pays, à un projet qui s'ancre dans ses fondamentaux, qui sont partagés, qui s'ancre dans une vision ambitieuse de reconstruction des fondations de la société. Parce que moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est le délitement de l'envie de vivre ensemble. Il faut se redonner de l'envie commune, de la vision commune, de l'ambition. Et la politique, c'est pas juste ajuster des paramètres, quoi. La politique, c'est tirer la nation, c'est tirer la société, c'est porter une vision ambitieuse. Et je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de discours politique qui incarnait ça dans le pays. Il faut le construire. Donc l'ambition qu'on a, c'est d'essayer d'y contribuer.
Est-ce qu'on le portera nous ou pas? J'aurais plutôt tendance à dire non, pas tout de suite. Mais en tout cas, l'idée, c'est de proposer quelque chose qui soit disponible, dans lequel on puisse piocher pour construire une vision à projeter de notre nation. Mais est-ce que du coup, vous pensez qu'il existe encore de la place pour un parti de droite républicaine, indépendant du RN et de la majorité présidentielle, comme le vôtre? J'ai pas la prétention de dire qu'on a lancé un parti politique ou autre. C'est pas le sujet aujourd'hui. J'ai une conviction, c'est qu'en 2027, la compétition politique au moment de la présidentielle et après la présidentielle, l'offre politique va se restructurer. On a quand même un vrai enjeu à reconstruire un débat au sein de l'arc de gouvernement. Et je le dis comme ça, je ne parle pas du socle central, du bloc central, qui ferait croire que tout le monde est d'accord là-dedans. Non. Mais par contre, on a besoin de reconstruire une compétition simple, la gauche, la droite, voilà, dans le champ des partis de gouvernement, c'est-à-dire des partis qui n'ont pas comme leitmotiv la politique, la métapolitique, quoi. C'est-à-dire que quand on considère que la politique s'affranchit complètement du réel, je pense qu'on n'est plus un parti de gouvernement. Et c'est ce qui se passe dans le fond au Rassemblement national et à la France insoumise. Ce sont des partis qui ont une stratégie commerciale et qui affranchissent leur discours de la contrainte du réel. C'est pas sérieux parce qu'à la fin, ça conduit à la déception et ils se feront toujours dépasser, les uns sur leur gauche, les autres sur leur droite. Le rôle du politique, c'est aussi de dire ce qu'il est possible de faire. Oui, on aimerait tous avoir une très très grande maison avec une très très grande piscine et une très très belle voiture, mais c'est pas possible. Par contre, si on fait un effort tous ensemble, on arrivera à ce que chacun ait un logement digne, décent, et à ce que collectivement, nous partagions un certain nombre d'infrastructures de loisirs. En plus de ce mouvement, vous avez un autre engagement sur lequel vous êtes beaucoup battu, l'énergie. Est-ce que vous pouvez essayer de vulgariser pour des élèves en sciences politiques comme nous, vulgariser le problème de l'énergie, ou en tout cas la situation énergétique en France aujourd'hui? Ou du moins sur ce dont vous avez travaillé. Alors, d'abord, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toute création de richesse, de valeur, n'est qu'une fonction de la disponibilité de l'énergie et de son prix. Donc c'est central dans notre capacité à produire, donc à vivre. Là-dessus, plusieurs questions se posent et on est face à un défi au XXIe siècle qui est celui de la lutte contre le changement climatique. Et pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est décarboner notre énergie, c'est-à-dire sortir des énergies fossiles. Donc, on est pour la première fois de l'histoire énergétique du monde dans une situation où on va devoir trouver un moyen de produire de l'énergie avec une contrainte qui n'est pas seulement économique. Jusque-là, le système énergétique, il a changé grâce aux seules contraintes économiques. On est passé du bois au charbon parce que le charbon avait un pouvoir calorifique plus important, c'est-à-dire avec moins de matière, on produit plus d'énergie. Du charbon au pétrole et au gaz parce que là aussi, pouvoir calorifique plus important, et le pétrole a ça de formidable que c'est un liquide et qu'il a permis des progrès exceptionnels, notamment en matière de mobilité. Et pour la première fois, ce n'est pas des opportunités physiques ou économiques qui vont conduire nos choix énergétiques. Ça, c'est politique. Et alors après, par-dessus, on a rajouté une couche dogmatique qui empêche aujourd'hui tout débat un peu dans notre pays. C'est-à-dire qu'on a voulu faire des politiques des techniciens qui ont voulu mettre derrière le fait de choisir si on fait des éoliennes, des panneaux solaires ou des centrales nucléaires, qui ont voulu effacer plutôt derrière
la transformation du débat politique énergétique vers un débat nucléaire vs éolienne, pour faire simple, qui ont voulu, en mettant ça en avant, effacer le débat de société qui est derrière. Derrière le choix de politique énergétique, il y a un débat de société. Quelle société voulons-nous? Voulons-nous une société qui dispose d'énergie ou voulons-nous une société qui rationne son énergie? Et en fait, pour ne pas débattre de ça, notamment les promoteurs du rationnement de l'énergie, de la décroissance, en fait, ont voulu emmener le débat sur le plan purement technique, cachant un petit peu l'idéologie qui est derrière, le choix technique. Donc c'est très difficile aujourd'hui, on a un paysage politique qui est très éclaté, et alors qu'on est obligé de se mettre d'accord pour avoir un budget, il faut néanmoins préserver des espaces de clivage, et je crains que l'énergie soit un de ces espaces de clivage, alors qu'historiquement en France, c'est plutôt un espace de consensus. On a relativement peu débattu de politique énergétique dans le pays, parce que c'est une politique qui faisait très largement consensus pendant très longtemps. Et aujourd'hui, le cœur du dissensus est en train de se construire autour de ça, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Bientôt, ce qui différencie la gauche de la droite, c'est que l'une est favorable au nucléaire et l'autre est favorable aux éoliennes. Enfin, c'est invraisemblable de se dire que le clivage politique dans notre pays, le choix de société dans notre pays, il serait drivé, pardon pour le bon français que j'utilise là, par le fait de savoir si on veut ou pas des centrales nucléaires. Enfin, waouh! C'est ça qui va déterminer notre vie commune, faire ou pas des centrales nucléaires. C'est complètement annexe comme sujet, en fait. Et pourtant, c'est là-dessus que se construit le clivage politique aujourd'hui. Moi, ça me dépasse. Vous avez présidé une commission d'enquête à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le travail fourni, notamment dans une commission d'enquête précisément? Le travail de commission d'enquête, notamment quand on la préside, il est assez stimulant parce qu'on a un pouvoir assez important de convocation, de contrôle sur place et sur pièce. Aucun citoyen de français ne peut se défiler face à une convocation d'une commission d'enquête. Donc ça nous a permis d'auditionner les plus grands patrons du système énergétique et de pointer du doigt un certain nombre de décisions politiques qui relèvent de ce que je viens de décrire, qui masquaient une idéologie de la décroissance et qui ont conduit notre pays non pas à l'échec, parce qu'il s'est passé des choses en 2022 de l'ordre de l'accident industriel, on a arrêté de produire, mais du risque extrême d'effondrer notre système sur le dos de l'idéologie. Je crois qu'avec cette commission d'enquête, on a pu consolider un certain nombre de choix, réorienter un certain nombre de choix, et je constate avec beaucoup de bonheur aujourd'hui qu'on refait des choix un peu sensés sur le plan énergétique dans notre pays. Tant mieux. Tant mieux. Vous avez parlé de l'impact que ça a sur l'Assemblée aujourd'hui. Est-ce que selon vous, il y a une solution pour que ça redevienne un consensus national ou c'est voué à être politique? Moi je pense qu'il faut repositionner le débat énergétique à niveau politique. Et on a ce processus d'information continue, de statistiques, on va vérifier si les députés ils déposent beaucoup d'amendements, parce que si le député ne dépose pas beaucoup d'amendements, c'est un député qui ne travaille pas, comme si la seule façon de travailler c'était de déposer des amendements, conduit à la fin à ce qu'on vote des trucs sur tout et n'importe quoi. Et à ce qu'on oublie, dans le fond, comment ça marche, la hiérarchie des normes. Et je pense qu'on a remonté tout un tas de règles qui étaient du domaine réglementaire précédemment, notamment du décret, qu'on les a fait rentrer dans le domaine de la loi. Tout ça, il faut en ressortir. La loi, le débat politique, il doit se concentrer sur des questions de société, sur la vision qu'on a de ce qu'on fait ensemble, sur les grands choix stratégiques. Et en fait, quand on est député, on n'est pas compétent pour choisir la taille des boulons. Donc on ne va pas mettre la taille des boulons dans la loi. Parce que qu'est-ce que ça conduit de mettre la taille des boulons dans la loi? Ça conduit à la fin à ce qu'on dise ah ouais, mais comme c'était. D'abord, pourquoi on met la taille des boulons dans la loi? Parce qu'on trouve que c'est vachement important, la taille des boulons. Donc on le met dans la loi pour que ce soit plus sécurisé que si c'était en décret. Parce que vous comprenez, le décret, le ministre, il peut le changer en se levant le lundi matin. Alors que la loi, bon, c'est plus compliqué à changer. Oui, enfin, si on a réussi à mettre la taille du boulon dans la loi, c'est qu'on peut changer la loi. Ah, comme la taille du boulon n'est pas assez sécurisée dans la loi, qu'est-ce qu'on fait? On la met dans une loi organique. Parce que la loi organique, il faut une majorité qualifiée pour la voter.
Oui, mais la loi organique, on arrive à la voter. Donc, on pourrait la changer aussi. Ah, donc on va le mettre dans la Constitution, parce que comme ça, si on change de majorité, on ne pourra pas changer la Constitution et on aura la taille du boulon dans la Constitution. C'est le phénomène qui est en train de monter, alors sur des choses très consensuelles. Voilà, dernière modification de la Constitution qu'on a faite, et je l'ai votée. C'est l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. Je ne suis pas sûr que ça serve vraiment la cause. Mais on l'a inscrit dans la Constitution parce que c'était vu comme une bataille politique ultime. Juridiquement, ça n'a aucun sens. Juridiquement. Vous insistez pour qu'on ne ferme aucune centrale nucléaire sans solution de remplacement. Mais concrètement, comment faire? Si vous pouviez un peu le rendre plus simple. Alors, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que bon, je suis le député de Fessenheim, ce qui explique un peu que je m'intéresse aux questions nucléaires, puisque je porte en moi la cicatrice de 2 choix portés par des présidents de la République et voulus par les Français, finalement, les élisants, qui a été la fermeture de Fessenheim et l'ambition de sortir du nucléaire. Aujourd'hui, on s'est éloigné de ça. Tant pis pour Fessenheim, tant mieux pour le reste du parc nucléaire. Néanmoins, le nucléaire est soutenable dans notre pays tant que les gens ont confiance. Et cette confiance, elle s'entretient. Et s'il était déraisonnable de fermer Fessenheim à 40 ans, s'il est aujourd'hui parfaitement envisageable de pousser notre parc nucléaire à 60 ou à 80 ans, il arrivera néanmoins un moment où il faudra fermer des usines. Parce qu'il y a des pièces qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer la cuve, on ne peut pas changer le génie civil dans une centrale nucléaire. Et il arrive à un moment où ces éléments ne répondent plus aux conditions de sûreté. Et bien, à ce moment-là, il faut fermer l'usine. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut dès aujourd'hui se mettre dans la logique de pouvoir les fermer. C'est-à-dire construire les nouveaux moyens de production. Et pour moi, une fermeture, elle est acceptable à la seule condition qu'un nouveau moyen de production nucléaire soit disponible à côté. C'est un peu ce qui se dessine tout doucement. Enfin, donc il faut qu'on se remette dans une logique à construire des centrales nucléaires, parce qu'il faut bien avoir en tête que notre parc nucléaire a une fragilité, c'est qu'il a été construit très vite. Et que en 20 ans, à partir du moment où on aura atteint la limite, en 20 ans, tout le parc nucléaire aura atteint la même limite. Donc il faut anticiper ça. Et il ne faut pas se retrouver, parce que ce que je disais, l'argument le plus con pour fermer Fessenheim, c'est de dire c'est la plus vieille. Oui, c'est la plus vieille. C'est pour ça qu'on l'a fermée en 2020 à 43 ans. Ce qu'on ne dit pas, c'est que 2 ans après, on a ouvert le budget, 2 ans après, on a ouvert le Panly, etc., etc. Et si on avait respecté la règle de on ferme les centrales à 43 ans, aujourd'hui, on aurait déjà fermé 6 centrales de plus. Donc il faut se prémunir face à ça, parce qu'il arrivera un moment donné où le choix de fermer une centrale ne sera plus un choix idéologique, mais deviendra un choix rationnel, industriel, de sûreté. Et il faut être en mesure de pouvoir prendre ce choix. Et pour pouvoir prendre ce choix, il faut toujours avoir un peu de réserve sous le pied. C'est ce qui s'est passé en 2022. On a arrêté une partie du parc nucléaire, une grande partie du parc nucléaire, parce qu'on a découvert un problème de corrosion sous contrainte. Le principe de sûreté, c'est qu'il ne faut jamais que la décision de fermer une centrale nucléaire soit en concurrence avec un autre intérêt que l'intérêt de la sûreté. Ça veut dire qu'il faut notamment être toujours en surcapacité de production, parce qu'il ne faut pas qu'on hésite à fermer un moyen de production, parce que sinon on n'en aurait plus assez après. La sûreté, c'est ce qui pilote tout dans l'industrie du nucléaire. Donc il faut des marges partout, y compris des marges de production. Et c'est pour ça qu'il faut un peu plus de centrales nucléaires que ce dont on a effectivement besoin. C'est pour ça qu'il faut dès aujourd'hui en construire. Merci pour vos réponses. J'aimerais finir par une question bien plus globale avant de laisser la parole au public. Si vous deviez proposer une seule réforme pour redonner confiance dans notre démocratie, laquelle serait-elle ? Pour redonner confiance dans la démocratie. Moi, il y a une chose qui me perturbe, c'est l'hubris du politique.
c'est le refus du fait démocratique. C'est l'idée que moi, député, je vote une loi qui est tellement bonne que je veux m'assurer que plus jamais elle ne change. Donc comment je m'assure que pour que plus jamais elle ne change? Il y a deux façons de faire. Je me bats pour l'inscrire dans la Constitution parce que c'est plus dur à changer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou je me bats pour extraire l'objet de mon intervention du débat politique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crée une agence. Parce que c'est quoi tout ce système d'agence? C'est une externalisation. C'est pour finalement stabiliser une décision politique dans le temps. On a tellement peu confiance dans le débat démocratique, on a tellement peur que le débat démocratique revienne sur des décisions qu'on extrait un certain nombre de champs d'intervention de l'État, du débat politique. Il faut cesser ça, parce que derrière l'impuissance du politique, c'est toute cette succession de décisions d'extraire du débat politique un certain nombre de champs essentiels de la vie de nos concitoyens qui donne le sentiment de l'impuissance du politique. Il faut redonner de la capacité à agir aux politiques. Il faut redonner de la capacité à faire des choix, y compris radicaux par moment, aux politiques, parce qu'il faut faire confiance à la démocratie. Le peuple souverain, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur que le peuple change d'avis. Merci beaucoup pour vos réponses, monsieur le député. Je vous laisse maintenant la parole, cher public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non. On va en parler. Oui, j'ai une autre idée. Demander la suppression de tous les avantages à tous les présidents de la République et les présidents du Sénat et tout ça, là, quand ils sont à la retraite, qu'on supprime toutes les aides et tous ces secrétaires, les voitures et tout ça, ça nous coûterait moins cher. Moi, j'ai déjà répondu sur le casier judiciaire. Ça, on les fait au fur et à mesure. Il y avait le casier judiciaire, t'en as puis une autre chose à demander impératif, parce que c'est pas normal de voir des députés qui fraudent, je pense au sud de la France, là, qui a été ministre du budget. Ah, oui, Cahuzac. Voilà. Bon. Alors, d'abord, toutes ces affaires ont produit des effets. Hein? Donc Cahuzac, ministre de Hollande, a menti devant la représentation nationale, cachant qu'il avait des comptes en Suisse. C'est pas bien. Vraiment, c'est pas bien. Alors qu'on soit d'accord, ce qui est pas bien, c'est pas qu'il ait eu des comptes en Suisse. Moi, je m'en fous qu'il en ait. Ce qui est pas bien, c'est qu'il ait menti. Ce qui est pas bien, c'est qu'on n'ait pas été en mesure de vérifier si par les comptes en Suisse, il ne se passait pas des choses type corruption. C'est ça qui est pas bien. Et je veux le dire haut et fort, le problème, c'est pas qu'il ait eu un compte en Suisse, ou plusieurs. C'est pas non plus qu'il ait eu de l'argent. Parce que, j'insiste, le misérabilisme pour la classe politique, je ne suis pas sûr que ce soit la solution du rehaussement de la qualité du débat dans notre pays. Mais Cahuzac, ça a eu des effets. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul décideur politique qui ne soit pas contraint, c'est-à-dire parlementaire ou chef d'exécutif dans les collectivités locales, vice-président de département, de région, adjoint au maire dans les grandes communes, qui ne soit pas contraint à une déclaration d'intérêt et de patrimoine, qui sont publics. Vous allez sur le site de la HATVP, vous avez une barre de recherche, vous tapez Schellenberger, et vous avez immédiatement ma déclaration d'intérêt et les déclarations rectificatives. Je dois tout déclarer. Ouais, mais sont-elles vraies? Ah ben elles sont contrôlées. Elles sont contrôlées, je vous assure. Et elles sont. Non mais alors après, on peut ne jamais faire confiance au système. Mais en fait, ce que vous dites est contredit par soi-même. C'est-à-dire que ces règles ont été mises en place, notamment après l'affaire Cahuzac, ou ont été renforcées en tout cas après l'affaire Cahuzac. Elles sont en place, elles sont contrôlées. Et je vous assure que c'est jamais un bon moment la HATVP, parce que bon, c'est tatillon et enfin il y a une déclaration de patrimoine aussi. Alors celle-là, pour les députés,
Pour les ministres, elle est publique sur le site de la HATVP. Pour les députés, il faut que vous vous rendiez en préfecture. Mais si vous vous rendez en préfecture, vous avez accès à la somme de l'argent qu'il y a sur chacun de mes comptes en banque à la date de ma déclaration. Et je devrais en faire une à la fin de mon mandat pour vérifier qu'il n'y a pas eu un enrichissement anormal entre le début et la fin, compte tenu du patrimoine que j'avais au début, des rémunérations qu'on connaît, que j'ai touchées pendant le mandat, et de ce que j'ai à la fin. Voilà. Donc après, il y en a qui gèrent plus ou moins bien. Je ne suis pas interdit de bien gérer mon argent, mais je suis contrôlé surtout, et tous les décideurs publics le sont. Et à un moment donné, il faut s'arrêter de modifier tout le temps les règles. Parce que quel effet ça a aujourd'hui? Je le dis aussi, on est allé trop loin. Parce que ça ne concerne pas que les députés. Ça concerne toute la chaîne de décision, notamment les cabinets ministériels. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a de l'instabilité gouvernementale. Un ministre change, on change son cabinet. Et c'est normal. Si le ministre ne peut pas changer son cabinet, ça ne sert à rien de changer le ministre. Les collaborateurs de cabinet ont la même HATVP. Alors elle n'est pas publique. Normal. Ils n'ont pas fait le choix d'être candidats devant les urnes. On vérifie juste la probité, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, etc. Mais leur HATVP n'est pas public. Par contre, quand ils quittent leur mandat de conseiller de cabinet, ils ont 3 ans d'incompatibilité avec toute activité dans le privé en lien avec le secteur qu'ils ont touché quand ils étaient en cabinet. Génial, hein? Génial pour la probité de la décision publique. Mais quel effet ça a? Ça veut dire qu'il n'y a plus que des bureaucrates qui vont dans les cabinets. Alors on fait l'éloge de la société civile, mais alors surtout on ne veut pas que la société civile prenne des décisions. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire qu'in fine, les gens ne veulent plus aller en cabinet ministériel. Parce que pendant 3 ans, après, ils ne peuvent plus rien faire. Donc on a quoi? Je fais un peu de provocation à l'ICES. Des jeunes étudiants qui sortent de Sciences Po pour qui c'est une opportunité d'être dans le cabinet ministériel. Mais cabinet ministériel, c'est un endroit où on a les types hyper compétents en fin de carrière, qui connaissent tout du domaine dans lequel ils vont agir, qui ont visité le moindre détail de l'action publique ou de l'action privée dans le territoire national. Ce n'est pas des petits jeunes qui sortent de l'école. Ce n'est pas des petits jeunes qui sortent de l'école. Pardon, hein. Même sortis de l'ICS, qui peuvent conseiller un ministre sur des décisions stratégiques. Donc voilà la perversité aussi de ce qu'on a mis en place. On a dépossédé le politique de sa capacité à agir en étant allé beaucoup trop loin. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a eu des abus. Mais la classe politique aujourd'hui n'est plus la classe politique des années 70 ou 80. Elle ne l'est plus. Du coup, sur le casier judiciaire, c'est intéressant parce que ce que vous dites là est l'exact inverse de ce que semble dire plus de la moitié des Français ces derniers temps. Plus de la moitié des Français ces derniers temps aimeraient que Marine Le Pen puisse être candidate à la présidentielle. Ça veut dire que plus de la moitié des Français souhaitent que leur politique puisse être condamnée et se présenter néanmoins à une élection. Oui, non, mais tout à fait. Si, alors l'autre idée que j'avais à propos des députés et pour sénateurs, qu'il n'y ait pas la double nationalité. Il n'est pas normal qu'un Français, je pense à Ben Bassa, là, qui est turque et française, ces gens-là ne devraient pas être élus. Vous devriez faire un projet de loi pour qu'ils ne soient pas élus. C'est le débat de la double nationalité tout court. Il y a des données stratégiques, il y a des données... Non. Peut-être pas stratégiques, mais... Alors moi, on fait souvent la blague, est-ce que vos communications sont sécurisées, etc. Vous savez, moi, ce que je sais, c'est open source, comme on dit dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde le sait déjà. Donc, je comprends le point que vous avez. C'est un vrai sujet de ce qu'est la nation française. C'est une vraie question. Mais à partir... En fait, le sujet, il est du coup... Le débat, pour moi, il est du coup sur le principe même de l'existence de la double nationalité. C'est-à-dire la reconnaissance de la possibilité d'une double loyauté. Il y a des pays qui ont fait le choix de ne pas accepter la double nationalité. Il y a des pays pour lesquels ce n'est pas possible d'avoir une autre nationalité. Je pense à la Malaisie, bon, un exemple personnel qui me vient, par exemple. La France a fait le choix de permettre la double nationalité
Ça, c'est un débat politique. On peut tout à fait corriger, le changer, revenir. C'est une simple loi. Hein. Mais à partir du moment où on a la nationalité, on a les droits qui vont avec la nationalité et celui de voter et d'être élu. Ah oui, je sais bien, mais il y a un moment où la loyauté, effectivement, comme Ah vous oui, dites, non, mais vous l'exprimez très bien, c'est une vraie question. de quel on défend qui, C'est une vraie défend question. qui. Après, il ne faut pas oublier l'histoire de la France. Il ne faut pas oublier l'histoire territoriale de la France, notre passé colonial. Voilà. Oui, oui, enfin, notre passé colonial, on défend nos intérêts français. Oui, oui, tout à fait. Donc on défend la France, on est loyal envers la France. Je suis d'accord. Euh, Et alors, peut-être qu'il y a d'autres personnes pour faire tourner la parole un petit peu. Voilà. allez-y, allez-y. Merci. Bonsoir monsieur. J'avais une question par rapport aux bulles algorithmiques dont vous avez parlé au début. Est-ce que vous voyez dans votre travail parlementaire, dans les autres députés, l'influence des bulles algorithmiques? Est-ce que vous voyez une posture adoptée? Est-ce que vous voyez un lissage de leur opinion? Voilà, merci. Je pense que ça a davantage un effet sur l'élection, d'ailleurs, directement, que sur le travail parlementaire, puisque c'est ce phénomène-là conduit à la structuration de l'offre politique, qui constitue des groupes qui fonctionnent sur leur communauté algorithmique. Il y a un autre truc sur l'open data qui est assez insupportable. C'est-à-dire que c'est devenu très 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 facile d'afficher, etc. Alors, il y a un truc, c'est les animaux. Alors pour les animaux, toutes les semaines, tu reçois un commentaire sur les réseaux sociaux de telle association engagée, Hugo Clément qui a fait une vidéo, on va taguer tous les députés parce qu'il va y avoir tel amendement et on va contrôler votre vote sur tel amendement. Bon, sur un débat, est-ce qu'il est vraiment important au moment où il se passe? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va produire des effets? Je ne sais pas. Il y a un site internet de L214 qui note les députés en fonction de leur caractère animal friendly. Donc on a une note. C'est L214 qui fait ça. Dès qu'il y a un mouvement, on a des bots maintenant qui permettent aux gens de dire, en gros, envoyer un mail aux députés pour leur dire qu'il faut voter cet amendement. Donc les gens, ils ont juste à cliquer sur un truc, ça envoie automatiquement des mails. Bon, on se défend un peu de tout ça, c'est-à-dire que la réaction face à ça, c'est l'indifférence, on ne regarde plus, corbeille, et puis on réfléchit par nous-mêmes, quoi. J'ai pas besoin que L214 me dise ce que j'ai à faire. Tout mandat impératif est nul, dit notre Constitution. Donc l'algorithme, il agit davantage, je pense, sur l'élection et la structuration du débat politique que sur le travail parlementaire. Bonsoir monsieur, j'avais une question qui revient sur les questions énergétiques et notamment un projet à l'avenir qui est plus à long terme, qui est le projet ITER qui se situe dans le Cadarache. sud. Comment? À Cadarache. Tout à fait. Qui se situe dans le sud de la France. Et je voulais savoir votre avis sur sa mise en œuvre, si elle était possible en France, là où encore aujourd'hui seulement on est en train de monter justement ce projet. ITER, c'est un projet exceptionnel de recherche, exceptionnel. Le réacteur qui est en cours de construction à Cadarache ne produira pas d'électricité. C'est un réacteur de recherche qui vise à démontrer la maîtrise d'une technologie, à la tester et à espérer en faire un objet industriel qui demain permettra de produire de l'énergie. Mais c'est un projet qui a déjà permis des changements. Il y a déjà des technologies qui sont aujourd'hui utilisées grâce à ce qui a été fait sur ITER, même si ITER ne fonctionne pas encore. Donc, comme tout gros projet de recherche, ça a forcément des conséquences. Est-ce que la principale des conséquences industrielles, de recherche, d'innovation, de rupture, est-ce que la principale conséquence sera d'avoir dans 100 ans, enfin dans 50 ans ou dans 100 ans un réacteur à fusion nucléaire? J'en sais rien. Mais par contre, en matière de maîtrise des matériaux, de compréhension des phénomènes physiques, de compréhension de l'univers,
ITER est déjà en train de produire des effets. Et ITER est une des institutions internationales localisée en France, parce que ce n'est pas juste un projet de recherche, c'est une vraie institution internationale localisée en France qui dit aussi quelque chose de l'humanité, c'est-à-dire de notre volonté de comprendre l'univers, d'en comprendre les règles et de l'utiliser au service du bien du plus grand nombre. Et ça se passe en France. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre intervention ce soir. Vous parliez d'avoir confiance dans le système. Comment est-ce qu'aujourd'hui les Français peuvent avoir confiance dans le système quand on voit des politiques et des dirigeants remettre en cause des décisions de justice et donc l'état de droit d'une certaine manière? Vous pensez à quoi? Je pensais à Marine Le Pen qui a contesté son inéligibilité, pardon. Et également à Sarkozy qui a parlé d'absence d'état de droit après sa condamnation. Moi que nous dit Montesquieu, c'est que les pouvoirs doivent se limiter, s'arrêter, se contrôler. Mais il ne nous dit pas que les détenants du pouvoir sont interdits d'avoir une opinion sur le pouvoir voisin. Et on a un peu érigé l'indépendance de la justice en interdiction de commenter la décision. Que le législateur, et Marine Le Pen est législateur, considère qu'une règle doit changer, du fait notamment de l'application de cette législation, des effets qu'elle fait, inattendus, eh ben, dans le fond, c'est le normal, c'est le débat politique. Et je pense qu'on est allé trop loin dans le fait d'empêcher le politique de commenter les décisions de la justice. On n'empêche pas un juge de voter. Donc on lui permet de participer au débat démocratique. Pourquoi est-ce que le politique, il n'aurait pas le droit de faire comme tous les Français, avoir une opinion sur une décision de justice, peut-être même un avis éclairé sur une décision de justice? Donc il faut faire attention, l'indépendance de la justice, ce n'est pas l'impossibilité de critiquer ses décisions. Je crois que c'est un truc qu'il faut qu'on réapprenne. C'est comme si les juges étaient non critiquables. Ils sont tellement critiquables qu'on considère qu'il faut minimum 2 degrés de juridiction. La première critique de la décision de justice, elle vient du système lui-même, qui dit « aucune décision n'est jamais parfaite et il faut toujours pouvoir revenir sur la décision ». Nul homme seul ne peut juger. Donc, on est mal à l'aise aujourd'hui, mais je pense qu'on est allé trop loin sur certaines choses. Et en fait, je rejoins moi j'ai l'idée que le choix des élus, il revient aux citoyens. Il ne revient pas aux juges. Donc, qu'on garantisse la transparence aux citoyens. Et dans le fond, une des mesures que je serais d'accord de soutenir, c'est la transparence du casier judiciaire pour les candidats, mais pas son caractère vierge. Parce que si les gens veulent choisir une candidate qui a été condamnée pour corruption et détournement de fonds publics européens en tant que présidente de la République, qui suis-je pour leur interdire de faire ce choix? Je me bats contre Marine Le Pen. Ce n'est pas du tout ma pensée politique. Mais je ne comprends pas comment un juge peut décider de la composition de la prochaine élection. Voilà. La peine d'inéligibilité est en soi, à mon avis, discutable. Le principe même de l'existence de cette peine. Pourquoi est-ce qu'un juge peut décider de qui peut ou pas se présenter à une élection? Alors voilà, on a voulu que la classe politique soit propre, exemplaire, en gros, ne ressemble pas aux Français. Hein? Oui, bien sûr. Mais j'ai fait de la politique, moi, je ne suis pas curé. Ma responsabilité, elle est politique, elle n'est pas morale. Non, mais je veux dire,
C'est vrai que dans la République laïque dans laquelle on attend du politique qu'il incarne plus que la responsabilité du choix collectif. Je dois vous confesser que j'ai perdu beaucoup de points sur mon permis de conduire. Mais c'est inscrit à mon casier judiciaire. Ben oui. Oui, et pas toujours en respectant le code de la route. Voilà. Je confesse. C'est dangereux, ça, comme propos. Et je l'ai appris au stage de récupération de points du permis de conduire. Donc... ben oui, mais... Oui, bien sûr, mais les références morales... La morale et la loi, c'est deux choses distinctes. Et je peux être le défenseur d'une morale qui est border avec la loi. Et l'immunité parlementaire, en parlant de privilèges, qu'est-ce qu'est l'immunité parlementaire? C'est deux choses. C'est la liberté absolue de parole dans l'hémicycle. La seule limite à la liberté de parole dans l'hémicycle, c'est le respect des autres députés, de leur personne. Ça, c'est sanctionné par le règlement de l'Assemblée nationale. Et c'est tout. Si je vais le plus loin de ce que je n'ai pas le droit de dire dans l'hémicycle, c'est-à-dire insulter mon collègue, le risque, c'est sanction du règlement de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 3 semaines d'interdiction de paraître avec suspension des indemnités. Mais je ne peux pas être condamné pour ce que je dis dans l'hémicycle. Pourquoi? Parce que dans l'hémicycle, j'agis sur la loi et j'agis notamment pour bouger le curseur de la loi. Et que ce qu'une loi interdit, bah peut-être que demain, elle ne l'interdira plus. Et si je veux changer cette loi, il faut bien que je puisse le dire dans l'hémicycle, alors que la loi me l'interdirait en théorie. Donc l'immunité parlementaire, c'est ça. Et c'est le fait qu'avant d'être arrêté par le pouvoir exécutif, donc, il faut que le bureau de l'Assemblée nationale autorise cela. On ne peut pas priver un député de liberté sans que le bureau de l'Assemblée nationale ne se soit prononcé. Ça peut empêcher, ça et là, quelques coups d'État. C'est ça l'immunité parlementaire. Mais pour vous dire que, à mon avis, là, dans le pouvoir d'action du juge sur l'élection, on est allé un peu loin dans sa capacité à se substituer aux citoyens. Alors que le juge lui-même a un mode de désignation en France qui ne relève absolument pas de la légitimité citoyenne, mais exclusivement de ses compétences techniques. Bonsoir monsieur. Alors en période de crise de la représentation politique, j'aimerais savoir votre point de vue sur le référendum. Est-ce que les politiques ont peur de faire un référendum, puisqu'ils ont peur de la réponse, qu'on réponde plutôt à la personne qui a posé la question plutôt qu'à la question, ce genre de peur? Et donc, si vous imaginez que c'est une solution, ou du moins ce genre de mécanisme de démocratie directe, quelle serait la question, ou le genre de question qui pourrait, je veux dire faire avancer la France pour être plus ambitieux? Je pense que c'est un des points de fragilité de la Ve République, c'est sa conception du référendum. C'est-à-dire que dans notre imaginaire, De Gaulle a été celui qui a vraiment eu recours au référendum. Oui. Mais par contre, c'était au début de la construction de la Ve. Mais surtout, la Ve, elle cadre de façon très stricte, finalement, les thèmes sur lesquels on peut convoquer un référendum. Or, pour qu'un référendum fonctionne, il faut que la question soit simple.
et que les citoyens puissent répondre à la question. En fait. Et les règles du référendum conduisent assez difficilement à trouver des questions de cet ordre-là. Donc je pense que si on a besoin d'une réforme, c'est celle des règles de référendum pour permettre justement à ce qu'on puisse faire des référendums sur des questions sur lesquelles les Français ont envie de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, toutes les questions économiques, sociales sont en dehors du champ du référendum. Alors que, voilà, par exemple, pourquoi est-ce que la question des retraites, on la trancherait pas par un référendum? Mais aujourd'hui, c'est en dehors du champ du référendum. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une crainte du référendum aujourd'hui. Je pense même que globalement, dans la classe politique, il y a l'idée qu'il faudrait un référendum, mais il n'y a pas d'idée de questions à poser. Enfin, il y a plein d'idées, mais il n'y a pas d'idée compatible avec la Constitution. Enfin, moi, c'est l'analyse que j'en fais. Voilà. Parce qu'on voudrait, sur l'immigration, sur l'économie, sur les retraites, etc. Mais sauf que ça, la Constitution, si on suit la lettre de la Constitution, ne le permet pas. Après, jamais oublier que De Gaulle a fait des référendums contraires à la Constitution, hein, mais bon, on a un droit flexible. Après, il faut faire attention à ce que on ne pose pas non plus, et c'est pas pour rien que cette règle existe. Le référendum, ça ne doit pas être un outil pour cliver la société française. Le référendum, ça doit être un outil pour faire un choix. Bonsoir monsieur. Vous qui y semblez très sensible à la question du nucléaire, j'aimerais vous demander ce que vous pensez de la vente d'Alstom aux Américains, poussée en partie par Emmanuel Macron d'ailleurs. Eh bien voilà, j'attends votre avis. Bon, pour moi, c'est un scandale. J'avais un excellent collègue et ami qui a beaucoup travaillé cette question, Olivier Marleix, considérait même que c'était un scandale d'État. Je le pense. Heureusement, on a réussi à récupérer l'affaire, mais on y a laissé beaucoup d'argent. Je vous invite même à lire le livre de Frédéric Pierucci, je ne sais plus comment ça s'appelle, Le piège américain, qui est édifiant sur la façon dont les Américains font des affaires au niveau international. Et c'était avant Trump. Donc je pense que c'est un scandale. Je pense qu'on a deux choses qui nous prémunissent aujourd'hui d'une telle décision. D'une part, on est sorti d'une forme de naïveté de l'état du monde. Ça ne se voit pas encore de façon très, très visible, mais l'État français et les décideurs français sont sortis de cette naïveté du libéralisme des années 2000. On s'en est éloigné. Et le business d'Alstom a de nouveau de l'avenir. Il ne faut pas complètement oublier qu'en 2015, des gens qui voulaient construire des centrales nucléaires et des turbines pour les centrales nucléaires, il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est très différent. Arabelle Solutions, qui succède à Alstom, qui a repris les actifs français d'Alstom et notamment la propriété intellectuelle, voit son carnet de commandes se remplir à vitesse grand V. Mais en 2015, le carnet de commandes, il était vide. Et moi, ce que je dis sur la question du nucléaire, c'est qu'il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et ne pas chercher à se replacer dans le contexte des années 2011 et suivantes, où ce sont bien les Français qui ont fait le choix de sortir du nucléaire, en votant 2 fois de suite pour des candidats à la présidence de la République qui, ouvertement, mettaient dans leur programme la volonté de sortir du nucléaire. Et pour cause, il y avait eu Fukushima en 2011. Et c'est pour ça que moi, je suis très attentif, alors que je défends le nucléaire. Pas sûr qu'il y ait des députés qui défendent aussi précisément le nucléaire que moi dans l'hémicycle, à la question de la sûreté, et que je dis qu'il ne faut jamais jouer avec ça, parce que c'est la garantie de la confiance qu'on a, et si on perd confiance, tout s'effondre.
et qu'on peut avoir confiance dans le système français. C'est vrai qu'en France, il y a plus de débat politique, vous avez raison de le dire. Et puis, il est certainement vrai aussi que les hommes politiques, désormais, sont méprisés, en fait. Et c'est très triste, je suis entièrement d'accord avec vous. Je me demande si ça vient pas un petit peu de l'éviction du débat parlementaire qui contrôle plus rien, en fait. L'exécutif fait ce qu'il veut. Bon, je crois que tous les grands professeurs de droit public le disent, le contrôle par le Parlement du gouvernement, c'est très surfacial. Enfin, c'est trop difficile. Bon. Et donc, mais bon, je pense que c'est un fait. La question, c'est, on voit aux États-Unis, on l'a vu avec le shutdown actuellement, on a l'impression que les politiciens américains contrôlent beaucoup mieux, en fait, grâce à leur constitution, qui est d'origine française, qui est Montesquieu, vous l'avez cité. Les politiques américains contrôlent beaucoup mieux la vie et respectent d'ailleurs beaucoup plus la vie des citoyens américains. Et en plus, ils sont respectés. Donc, qu'est-ce qui explique, d'après vous, la différence de constitution entre les États-Unis et la France? Enfin, quel est l'impact du texte lui-même sur la vie politique réciproque des deux pays? Alors déjà, il faut avoir en tête que vous parlez de l'État fédéral, qui a une action qui n'est pas une action dans le quotidien des Américains, qui est une action stratégique. Enfin, bien sûr que par répercussion, il y en a, mais c'est les actions stratégiques de l'État, etc. Alors qu'en France, on a un État-nation souverain. C'est plus embêtant qu'aux États-Unis de mettre l'appareil d'État à l'arrêt. Les États-Unis survivent parce que c'est l'appareil fédéral qui est à l'arrêt, pas les États fédérés. Et on compare deux échelles différentes. Je suis assez d'accord avec vous sur l'effectivité d'un certain nombre de prérogatives du Parlement. Mais là aussi, la comparaison aux États-Unis, elle relève de choix différents. Un député ou un sénateur aux États-Unis, il a 20 collaborateurs. Et il a les moyens de payer des spécialistes. Moi, j'en ai 3. Elles sont superbes, brillantes, mais je n'ai pas le spécialiste de la politique de l'énergie dans mon équipe. J'en aurais besoin. Ça améliorerait grandement mon travail. Mais je ne peux pas me le payer. Donc ça fait partie aussi de la réalité du truc. Donc voilà, on a des artifices, il y a des fonctionnaires de l'Assemblée qui sont en disposition pour un certain nombre de choses. Mais après, je ne crois pas que ce soit ce qu'on décrit là sur la critique du politique, elle n'est pas contemporaine. On est un peuple politique qui aimons critiquer la politique et on a tous autour de nous des gens qui disent « Oh, ça c'est de la politique ». Il y a un ras-le-bol, il y a un désintérêt du débat politique. Alors finalement, paradoxalement, la chamaillerie, celle-là, elle fait vendre, mais le débat politique, quand on est sur le débat d'idées, là, on fait pas d'audience, quoi. Et il y a des beaux moments de débat politique à l'Assemblée. Et ce qui déçoit beaucoup d'observateurs aujourd'hui, c'est que sur la séquence budgétaire, ça se passe plutôt pas si mal. Alors, je ne parle pas du résultat. Mais le processus, finalement, c'est plus calme, plus posé, plus intelligent que ce que beaucoup d'observateurs n'anticipaient. Et ça les déçoit. Du coup, ils critiquent. Parce qu'ils n'ont pas le truc qu'ils auraient pu vendre. Parce qu'on ne se tape pas dessus, en fait. On est 300 un vendredi soir dans l'hémicycle à voter des détails du PLF et on ne se tape pas dessus. De temps en temps, il y a un petit coup d'éclat. Bon, voilà, mais bon. Donc bon, on a un sujet des moyens du Parlement. Le problème, c'est que c'est un débat qu'on dit souvent, si on avait faudrait moins de parlementaires et donner plus de moyens aux parlementaires. Sauf qu'on n'est pas à l'échelle.
C'est-à-dire que même si on mettait 100, 200 parlementaires de moins, en mettant 200 parlementaires de moins dans le pays, ça ne donne toujours pas autant de moyens par parlementaire que ce dont dispose un parlementaire américain, par exemple. Et en même temps, on est un petit pays, 60 millions d'habitants. Les Américains, ils ont d'autres enjeux, enfin, voilà, ils ont des masses encore plus importantes. Dans le fond, on s'en sort quand même pas si mal. Bonsoir, merci beaucoup pour votre prise de parole. Vous avez abordé l'avortement dans la Constitution et j'avais une question. Est-ce que cette facilité de révision de la Constitution, elle participe à ce chaos institutionnel? Je ne suis pas sûr que la Constitution soit facile à réviser. C'est même plutôt complexe. Le cas de l'avortement est une niche d'opinion, de tentative de clivage de la société française bien particulier. Mais aucun outil ne protège la Constitution, dans le sens où aucun outil ne définit le contenu de la Constitution. Et dans un débat politique où on mêle tout, parce que c'est lié au débat politique et dans l'opinion publique, aller faire les plateaux télé en expliquant que non, mais la Constitution, c'est l'organisation des pouvoirs, et le domaine de la loi et du règlement et le rythme des élections, c'est pas les droits. Vous faites des études de sciences politiques, vous le comprenez. Mais aller expliquer ça à des étudiants en sociologie, c'est plus compliqué. J'ai rien contre les étudiants en sociologie si on en a dans la salle. Donc moi, ma question, c'était par rapport à votre réponse à quand Mathilde vous a demandé, enfin vous a dit que la population se sentait déconnectée justement des élus et que vous aviez répondu qu'en 2024, il y avait eu 75% de participation aux élections législatives. Sauf que, en mon sens, voter, c'est un devoir en démocratie, un devoir civique. Et donc, je ne comprends pas bien quand vous dites qu'il n'y a pas cette déconnexion justement à cause du fort taux de participation, alors que pour moi, il peut quand même traduire une déconnexion même si on participe à l'élection. Voilà. J'entends ce que vous dites, mais ça veut dire qu'il y a une légitimité aux élus. C'est-à-dire que cette assemblée, elle nous excède, mais elle est légitime. Et certains nous semblent déconnectés par rapport à notre réalité, mais incarnent néanmoins une réalité d'une partie des Français. Et la réalité, c'est qu'il y a des écarts énormes dans notre société, des territoires de plus en plus différents, et qu'on a un gros effort à faire pour ramener la France à se ressembler un peu plus et à effacer un certain nombre de disparités dans le pays. Donc, les gens se sentent pas. Alors souvent, c'est une généralisation. Je ne sais plus le nom de la figure de style, là, mais ils disent les politiques ne nous ressemblent pas. Regardez, il y en a un qui est fiché S. Vraiment, c'est insupportable. Par contre, leurs députés à eux, ça va, quoi. Moi, les gens chez moi, ils me disent, chez moi, ils votent pas trop LFI. Donc, ceux dont ils sentent le plus déconnectés, c'est les LFI. Et ils disent, ils sont complètement déconnectés, c'est lunaire, etc. Par contre, vous, on vous connaît, on sait que vous travaillez, on vous apprécie, machin, etc. Je suis pas sûr que si je vais en Seine-Saint-Denis, ils vont pas dire l'inverse. Toi, avec ta cravate Hermès, tu ressembles pas à ma réalité. Bah ouais. Donc, bon. Il y a des réalités très différentes dans le pays et je crois que l'action du politique, ça doit être de faire converger ces réalités pour retrouver un peu de cohérence dans le pays. Et à ce que la composition de l'hémicycle soit pas seulement une succession de réalités différentes, mais soit l'incarnation de choix pour l'avenir différents. Bonsoir Monsieur le député, je voulais vous poser une question concernant votre point de vue vis-à-vis des lobbies présents à l'extérieur de l'hémicycle, vos expériences vis-à-vis de ces lobbies et si vous avez les impacts qu'ils peuvent avoir dans la vie politique. Pas de sujet pour moi.
Oui, ils sont là, partout, on les rencontre. Quand ils nous voient, ils le déclarent à la HATVP. Alors il y a une discussion du coup quand on commence à faire ce genre de trucs, c'est la bureaucratie. Hein. C'est quoi un lobby? Alors jusque-là, on a dit c'est quelqu'un qui défend un intérêt pour gagner de l'argent. Ok. Bon, du coup, quand c'est une ONG, est-ce que c'est un lobby? Non, parce qu'une ONG ne cherche pas à gagner de l'argent. Oui, ok. Mais quand l'ONG est payée par des gens qui cherchent à gagner de l'argent, puis voilà, il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent, donc on a un tas de débats, on élargit progressivement le périmètre de ce qu'est un lobby. Donc les ONG de gauche, notamment, ne sont pas contentes parce qu'aujourd'hui, on leur dit bah, « vous aussi, vous êtes des lobbies ». Elles disent « mais non, nous pensons à l'intérêt général ». Non, vous défendez des choses derrière lesquelles il y a des intérêts. On considère aujourd'hui les puissances étrangères comme étant des lobbies. Donc elles aussi, registre de déclaration des puissances étrangères. Donc on les voit, et en même temps, en fait, c'est mon boulot de voir tout le monde. Enfin, je vais voir toutes les boîtes de ma circo, je vais voir les associations de ma circo, je vais voir les locataires, je vais voir les propriétaires, je vais voir les marchands de fruits et légumes sur le marché, les clients de marchands de fruits et légumes sur le marché. Tout ça, c'est des lobbies. Je vais même voir le lobby des études supérieures catholiques. Tout ça, c'est des lobbies. Mais c'est la vie. Et il ne faut pas penser que le parlementaire, il ne réfléchit pas. Donc moi, je fais un truc que je m'amusais beaucoup. Comme j'ai pas mal bossé avec la question nucléaire, et à un moment donné, là, il y a 2-3 ans, il y a un certain nombre de start-up dans le nucléaire qui sont nées, et puis il y avait un peu d'argent public à récupérer. Donc elles ont toutes défilé dans mon bureau pour m'expliquer pourquoi elles étaient bien. Donc je les ai toutes reçues. Et je jouais toujours un jeu à la fin de l'entretien. Je disais, bien maintenant, vous êtes un parmi 12 là en France. Dites-moi, pour vous, lequel des 11 autres est le meilleur et lequel des 11 autres est le pire? Et ils ne sortaient pas du bureau tant qu'ils n'avaient pas répondu à la question. Mais ça nous permet de nous éclairer aussi, parce qu'ils viennent nous expliquer leur intérêt. Et que parfois, on passe à côté d'un certain nombre de risques quand on réfléchit in abstracto. Ils viennent nous ramener de la réflexion concrète, mais ce n'est pas pour ça que qu'on est bête et qu'on fait bêtement ce que nous disent les lobbies. Il y a beaucoup de travail dans le lobbying pour les gens qui ont fait des études en sciences politiques. Oui. Je voulais vous poser une question. Vous avez dit que Macron, c'était la fin de la politique, la fin de la démocratie. Et à côté de ça, vous avez aussi dit qu'on était bloqué avec Macron jusqu'en 2027. Pourtant, je dois dire qu'il y a plusieurs solutions qui permettraient d'avancer cette élection et qui permettraient justement de donner à nouveau la voix au peuple, de provoquer un retour aux urnes et de permettre au peuple de trancher les grandes questions politiques. Et ces deux solutions, vous les avez refusées. Et donc j'en viens à ma question. Pourquoi est-ce qu'en octobre dernier, vous n'avez pas voté la motion de censure? Et pourquoi vous avez aussi refusé de voter les motions de destitution du président de la République s'il est contre la démocratie, contre la politique? Ça me semble être un devoir de tout député de voter ces motions. Alors, je n'ai pas voté la censure, et je l'ai dit au début de mon propos, parce que pour moi, il est plus important d'avoir un budget que d'avoir un bon budget, que de ne pas avoir de bon budget. C'est ce que me disait le prof de droit que j'avais en première année. Il disait, vaut mieux un mauvais compromis qu'un bon procès. Parce que ne pas avoir de budget, et la dissolution conduisait à ne pas avoir de budget. Enfin, il faut l'avoir en tête. La censure du gouvernement Lecornu et donc la dissolution conduisait à ne pas avoir de budget. Enfin, et donc, je ne sais pas. Parce que la réponse à une censure de gouvernement, c'est la nomination d'un gouvernement. Point. Après, si le président de la République décide, suite à une censure de gouvernement, de dissoudre, c'est le choix du président de la République. Il faut l'avoir en tête. Mais la réponse institutionnelle à la censure d'un gouvernement, c'est la nomination d'un nouveau gouvernement. Donc on n'aurait pas eu... Bon, on a testé Barnier, on a testé Bayrou, Lecornu. Il commence à plus y avoir beaucoup de cartouches. Hein. Donc on prend ce qu'on a et on essaye de faire quelque chose. C'est la première fois avec cette assemblée qu'on essaye de faire quelque chose. C'est dur, c'est insupportable à tous ceux qui ne sont pas ouverts au débat politique. Mais ça avance.
Et on verra, chez moi on dit c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc il faut se débrancher un peu de ces news. Lire les hebdomadaires, ça suffit. Et puis attendre la fin du délai de 70 jours pour savoir ce qu'on aura ou pas en budget. Sur la destitution, c'est l'arme de destruction massive dans la Constitution. Et ça n'est pas... Mon différend avec Emmanuel Macron est d'ordre politique. Et je considère que sa proposition politique conduit à l'effacement de la politique, etc. Mais il a été élu démocratiquement. Il n'a pas perdu la raison médicalement. Je précise. Il n'y a pas d'élément de trahison. Donc, il n'y a pas de raison à la destitution. Il y a un débat politicien sur cette motion de destitution, mais elle n'existe pas pour faire de la politique politicienne. À un moment donné, il faut quand même faire attention au pouvoir dont on dispose. On est dans une crise politique. Je veux qu'on puisse en sortir de cette crise politique, mais pas au prix d'entrer dans une crise de régime. Et on est un peu sur le cheval, là. Sur le fil, pardon. On est un peu sur le fil. Une élection présidentielle ou des mauvaises conditions d'une élection présidentielle aujourd'hui, même s'il ne faut jamais avoir peur de l'élection par principe, c'est entrer dans une crise de régime. Je ne pense pas qu'on soit prêt à ça. Peut-être que ça nous sera imposé, j'en sais rien, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison de pousser à la destitution. Bon, il reste 1 an et demi avant les élections de 2027. Un an et demi. Vous ne pensez pas qu'on est déjà dans une crise de régime? Non, d'ailleurs, je l'ai pensé. Je l'ai pensé fin octobre. Et quand je vois là comment ça se passe, je me dis non, ça va, ça tient. Je vais avoir une dernière question pour finir la conférence. Un peu comme Julien, qui concerne vos votes et ce que vous avez comme choix personnel. Vous nous avez parlé un peu de stabilité, de l'urgence aussi d'avoir un budget pour l'année prochaine. Mais donc, qu'est-ce qui a pu vous motiver à ne pas voter justement la confiance au gouvernement Bayrou, alors même qu'il y avait des ministres de droite dans son gouvernement et que M. Bayrou insistait sur l'urgence d'un budget et de lutter face à la dette? La nature même de la question qu'il posait. Un petit peu différent. Il parlait de la destitution. Non, mais c'est la nature même de la question qu'il posait. François Bayrou, qui est quand même d'une pensée politique qui n'est pas très fan historiquement de la Ve République. Le curriculum vitae, le CV idéologique de Bayrou, c'est pas la défense de la Ve République. Et donc là, il a posé une question de confiance sur un constat. Donc en gros, il est venu devant l'Assemblée nationale en disant voilà, l'état de nos finances publiques est dramatique, faites-moi confiance sur la base de ce constat pour que j'agisse. Point. Moi, j'aurais accepté qu'on me dise c'est pas bien d'avoir voté contre la confiance s'il avait présenté un projet de budget. Là, votre critique, je la prenais. Mais là, il ne présentait pas de proposition. Il disait il y a un constat, donnez-moi la légitimité sur la base de ce constat pour faire ce que je veux. Non. Ce n'est pas ça, la confiance à un gouvernement. La confiance à un gouvernement, elle existe dans 2 cas. Un, à l'installation du gouvernement pour compter les points, qui est dans la majorité, qui est dans l'opposition. En gros, c'est ça, c'est historiquement comme ça qu'on la connaît. Ou 2, pour resserrer les rangs ou pour passer une réforme difficile, on vote la confiance pour faire passer un texte plutôt que pour débattre le texte. Là, il demandait une confiance en disant faites-moi confiance.
Il voulait qu'on lui donne la légitimité pour faire passer des trucs qu'il ne voulait pas nous dire. Merci pour votre réponse. Puis j'ai jamais aimé Bayrou. Merci à vous, cher public, pour vos questions et d'avoir répondu présent ce soir. Et surtout, merci à vous, Monsieur Schellenberger, d'avoir fait le déplacement et d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je pense qu'on peut l'applaudir. J'espère que la conférence vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci à beaucoup. tous.